Bonjour, bienvenue au Bonjour, webinaire sur les personas. Je vois qu'il y a quand même un certain nombre de personnes en ligne. bonjour à Euh, tous. Bonjour à tous. Euh, alors pour ceux que nous connaissons, bonjour en fait aussi, parce qu'il y a un certain nombre de personnes que nous connaissons en vrai, dans la vraie vie. Donc bonjour à tout le monde aussi. Ça monte, l'audience monte. 340 inscrits. Alors on n'a pas battu notre record de la dernière fois, Diane. Non, il n'y a que 900 Philippe inscrits, c'est sur l'IA. Donc, on en profite pour faire une page de publicité sur nos autres webinaires. que On vous pouvez traite, voir en replay. vous pouvez voir en replay, donc sur la chaîne Différentes Factories, Webikeo. On a adressé des sujets comme l'IA, l'expérience client, Mm. B2B, les parcours clients, les méthodes de parcours client. Donc, n'hésitez pas. Nous sommes Alors 48. aujourd'hui, pardon, 48. ouais, ça monte, l'audience monte. On va attendre 2 minutes. C'est presque du prime time. On va voir une méthode qui est encore mal maîtrisée. On le voit chez nos clients ou autres aussi, puisqu'on fait aussi en formation. C'est souvent mal maîtrisé, mal compris, mal mis en œuvre. Et du coup, l'effet des personas est un petit peu fortement même diminué. Ça peut être un outil à la fois stratégique, fortement stratégique et fortement opérationnel. Et on va partager tout ça avec vous. On a beaucoup bossé avec Diane. On n'a pas confié nos slides en fait à l'IA. Non. On les a fait personnellement. Donc, c'est un fort investissement que nous allons partager aujourd'hui. Euh, Ça concerne à la fois le B2B et le B2C. Il faut le savoir. Alors, aujourd'hui, on va donner des exemples en fait qui sont un peu plus B2C, mais on va illustrer tout ça aussi en B2B. Les sujets abordés aujourd'hui, les enjeux des personas, donc à quoi ça sert et pourquoi on les utilise aujourd'hui dans différents domaines. Hein. Ça va du marketing, expérience client, relations clients et même des problématiques d'innovation et d'offres. On va reparler en fait de tous les marketeurs sur l'offre. Évidemment, ça sert énormément aussi d'éléments clés de réussite, de pratiques vertueuses pour bien faire ces personas et qu'est-ce qui fait que ça conditionne en fait la réussite. On va vous donner enfin, un certain nombre de clés. Donc, sauf aux consultants qui sont présents dans la salle, qui ont le droit de sortir donc, à ce moment-là. On a le droit de filtrer. Donc, tous les McKinsey, les Capgemini, etc., etc., vous avez le droit de sortir à la deuxième partie du webinaire. Et on va parler d'impact sur les parcours clients avec un exemple concret. C'est comment passer du persona au parcours. C'est rarement fait, même jamais fait dans les webinaires. Donc, on va rester jusqu'à la fin et soyez attentifs. Ça monte, l'audience monte. Oui. Je propose qu'on commence, Philippe. Oui, on commence. 11h03. Donc, maintenant que vous nous avez vus, on passe nos slides. Voilà le sujet du jour. Maîtriser les personas, créer des parcours clients personnalisés et engageants grâce aux personas. Et on se présente tout de suite. Alors, donc, Diane Raymond, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, j'ai travaillé longtemps sur la data et comment on transforme cette data si précieuse en connaissances clients pour ensuite développer toutes les stratégies relationnelles personnalisées, hein, puisque c'est notre sujet, la personnalisation. Et tout ça, ça s'inscrit bien sûr dans des parcours clients et c'est ce qu'on fait ensemble avec Philippe. Voilà, j'ai beaucoup travaillé dans le tourisme, les services, euh, notamment chez Accor Hôtel. Voilà, et on a eu un passif commun Un passif, avec un Diane. passé, peut-être. C'est un gros passif chez Disneyland, parce qu'on a réussi à sauver le parc à nous deux, on peut le dire. Voilà, donc je ne vous dirai pas quel personnage en fait on faisait sur le parc. Donc Disneyland, j'étais un ancien marketeur convaincu complètement qu'il fallait changer de mode de pensée, de méthode, aussi en complément en fait au marketing avec l'expérience client et ces méthodologies en fait de parcours client. Auparavant, donc chez Disneyland, SFR et aussi de la transformation client chez Aéroport de Paris. Voilà, fondateur de différentes factories. En outre, une petite question, est-ce que vous nous entendez bien? Parce qu'on va commencer à Oui, interagir. j'ai demandé, ça marche. Ça marche. Donc, vous nous entendez. Tout est clair. N'hésitez pas si vous avez un souci. Petite question. Avez-vous utilisé déjà les personas? C'est l'occasion d'utiliser le chat qui est juste en fait sur votre droite. Quels sont ceux qui ont déjà utilisé des personas? Vous dites, bon, par exemple, ou pas bien.
Voilà, ça serait pas mal. Ça nous donne un petit peu la teneur de ceux qui l'ont utilisé. Et puis ceux qui aimeraient les utiliser aussi, vous pouvez vous exprimer dans le chat. Très peu, moi. Ok, alors ceux qui disent moi, est-ce que vous pouvez dire votre... Enfin, ça nous intéresse aussi, mais quel est votre métier en particulier? Ça nous donnera une petite température de qui vous êtes. Est-ce que plutôt marketeur, expérience client, relation client, ergonome, UX, etc., stratège? Ce que fait Different Factory, alors on fait la transformation sur le transformation client, on fait du management de l'expérience client, du management de tout ce qui est customer feedback aussi, stratégie de différenciation client grâce à toutes ces méthodes qui vont jusqu'au design de service aussi, conception d'offres, conception de cartographie et de parcours cible. On fait du design d'offres de service et design de portail aussi, donc qui rassemble en fait plusieurs services et de la posture client. Également, voilà tous nos sujets de prédilection. Nos clients, on en a dans différents secteurs que vous voyez là, qui vont de la santé, laboratoire, l'immobilier, les services B2B, l'énergie, les biens d'équipement. Donc, on intervient en B2C et en B2B. Un petit message, en général, tout le monde s'en va à la fin, sans faire de recommandations. Vous avez le droit de faire des évaluations sur Webikeo. On aime bien les évaluations positives, hein, mais les autres aussi. Donc, n'oubliez pas ça à la fin. Notre ordre du jour, persona, quels enjeux, quel élément clé de réussite on va voir. On va partager ça avec vous. Alors, on essaie de faire synthétique. Pratique avancée pour créer des personas percutants. On va partager ça avec vous et puis voir quels sont les impacts sur la personnalisation en fait, des parcours clients. Tout ça condensé en... Maintenant, il nous reste 40 minutes condensées. Voilà, ne quittez pas l'écran parce que nous avons des beaux slides à partager avec vous. Alors, les enjeux. Quand on googlise sur le mot persona, Philippe, la page. Pardon, j'étais en train de regarder les réponses. Et voilà. Je suis multitâche, mais voilà. Merci. On partagera les réponses tout à l'heure. On trouve évidemment une multitude de beaux portraits de personnages, avec des fiches mieux faites les unes que les autres, créatives, pleines de couleurs, etc. La seule question qui vaille pour nous, évidemment, c'est que va-t-on faire de ces portraits clients? Et chez Different Factory, notre obsession, c'est de faire des choses qui soient exploitables pour changer le business. Et actionnables. Pour, comme levier de création de valeur. Alors souvent, évidemment, on croit connaître ses clients, notamment la force de vente. Les commerciaux connaissent toujours très bien les clients. Et on est focalisé, qu'on le veuille ou non, on est focalisé sur un besoin par rapport à un produit donné. Donc, on va s'occuper du fameux RFM, les gros, les petits, les moyens clients, etc. On va essayer de faire des profils clients qui sont une sorte de moyenne. Et donc, finalement, on aboutit à une communication standard. Donc, cette faible proximité avec les clients donne souvent de faibles résultats, c'est logique. Et la démarche persona, elle va permettre de combler ces insuffisances de connaissance client, cette connaissance qui n'est pas assez approfondie, pas assez fine. Et je vous rappelle que tout ça vient d'une ex-directrice de la relation client et Sérène, d'accord. Voilà. Donc, la qualification, la connaissance, la qualif, c'est toujours un gros sujet. Alors, qu'est-ce que c'est le persona? Bon, je pense que vous êtes tous maintenant au parfum des personas. C'est pas une cible, c'est pas un portrait réel, c'est un portrait fictif qu'on a composé à partir d'informations personnelles qu'on est allé chercher auprès d'un certain nombre de clients. Donc, c'est vraiment un travail très fin sur des clients réels et on va synthétiser tout ça pour se donner des portraits qui doivent coller à la réalité. Et cette démarche nous permet de répondre à des questions qui concernent des leviers psychologiques, c'est-à-dire qui sont les clients en vrai, comment ils font, pourquoi ils font certaines choses, pourquoi ils ne font pas, et comment on va pouvoir mieux interagir avec eux. Donc, c'est ça qui nous intéresse, c'est les ressorts de l'engagement entre les clients et la marque, l'enseigne, l'entreprise. Et donc, tout ça, c'est hyper important parce que derrière, on va travailler sur cette interaction en fonction de chaque persona, comment je réponds à des besoins spécifiques.
tout au long du parcours client, pas seulement à un instant T, mais tout au long du parcours. Comment je retravaille mes messages pour adresser les freins. Je rappelle que les messages, ce n'est pas que la promesse, hein, c'est aussi les offres, c'est les libellés, c'est la façon de traiter le prix, etc. Et ça m'amène tout ça aussi à la question des contenus, c'est-à-dire qu'en face d'une stratégie client, de perso, on a une stratégie de contenu. Les fiches produits, les forums, les pages web dédiées, etc. Tout doit être repensé pour chaque personne. C'est l'angle d'attaque, en fait. C'est ça notre angle d'attaque, c'est ça qui va transformer le travail du marketeur. Voilà. Du marketeur et des acteurs de la relation client, qui vont donc concevoir leurs actions marketing, non pas une par une, mais inscrites, construites de façon adéquate pour chaque persona et inscrites dans des parcours clients de bout en bout, hein, qui vont donc personnaliser le discours, la relation, le service. Et tout ça, bien sûr, ça se mesure parce qu'on est là pour faire du business. Et donc, on va définir des KPI sur le panier moyen, des KPI sur le réachat, des KPI sur la satisfaction. Et des taux d'ouverture de mail, choses, tout simplement. Voilà, nous on a vu très opérationnel. Chez les clients chez qui on l'a mis en œuvre, des choses extrêmement concrètes, des taux d'ouverture qui ont été vraiment augmentés très significativement, des tests publicitaires qui montrent un niveau d'engagement démultiplié. On était jusqu'à là. Voilà. Dès lors, pour des tests publicitaires. Voilà. Dès lors qu'on est vraiment dans la véritable perso, puisque le persona, l'approche persona permet de faire de la véritable personnalisation des messages. Alors, quel élément clé de réussite maintenant que vous avez les enjeux sur les personas qui ne sont pas les moindres? Je regarde juste en fait les réponses, éléments de retour sur les personas. En charge, ceux qui l'ont utilisé, les personas, responsables de la communication pour l'acquisition. Emmanuel, moi, Eleonore. Oui, mais pas de manière continue. Alors, c'est souvent ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas utilisé de manière continue, c'est utilisé de manière ponctuelle. Et puis, on passe à autre chose. Ou alors, c'est dans un département, on trouve des personas, et puis on traite et puis dans un autre département, on trouve d'autres personas, on l'a vu la semaine dernière, il n'y a pas longtemps. Ou bien chacun a ses personas, et à chaque fois qu'on traite un sujet, on a des nouveaux personas. C'est des outils jetables. C'est pas forcément le meilleur moyen de traiter ça. Ce n'est pas un outil jetable. Un persona, quand on les construit, il devrait traverser l'organisation le plus possible et être partagé dans l'organisation. C'est là où on réussit à avoir de la congruence et de la cohérence dans l'organisation, à avoir ça. Et ce n'est pas jetable. C'est-à-dire qu'il y a un investissement au départ, en temps, qui fait que, effectivement, quand on a bien bossé dessus, ça devrait être un outil partagé et stratégique. En charge de la coordination et amélioration des parcours clients, un beau métier. DA au feeling, oui, analyste marketing, segmentation client. Région Occitanie, mission relation client, pour un baromètre interne, persona différent dans nos services, ce qu'on voit malheureusement souvent. Market R&D, définir une personne et pouvoir l'identifier par la data, c'est très difficile. Comment faire quand la data n'est pas suffisante pour identifier les personas? On va voir que l'apport de la data, mais il y a des approches qui permettent de ne pas forcément commencer par la data, vous allez voir. Quel élément clé de réussite? Alors, ce qu'il faut comprendre, alors justement par rapport à des gens qui sont très orientés data, comprendre le rôle des émotions dans l'engagement humain. Les émotions jouent un rôle déterminant dans la manière dont nous évaluons les informations et prenons des décisions. Plein d'études le montrent. Kahneman, prix Nobel d'économie, avec son livre System 1, System 2, Plutchik, en fait, avec la roue des émotions. Toutes ces analyses nous permettent de comprendre que quasiment 80 à 90% de nos décisions ne sont pas faites par le cerveau rationnel, mais par notre cerveau en fait émotionnel et irrationnel, intuitif, et qu'on applique beaucoup en fait dans les parcours clients et dans la compréhension de l'expérience client, la règle du Big Fin, qui nous dit que notre mémoire va étiqueter une expérience en fonction de deux situations, ce moment le plus intense, positif ou négatif, et sa résolution, la manière dont c'est résolu, si vous avez en fait une interaction qui a été plus ou moins négative. Donc pensez à ça, c'est que tout n'est pas dans la data. La compréhension de l'humain et les insights qu'on va récupérer nous permettent en fait de faire des parcours beaucoup plus puissants.
Un chiffre, la valeur d'un client engagé émotionnellement est 4 fois supérieure. La valeur monétaire, en fait, est 4 fois supérieure à partir du moment où on réussit à l'engager émotionnellement. Donc, attention à comment ça s'appelle, des personas, pardon, qui sont uniquement basés sur du quanti. Quand on analyse un persona, vous avez un exemple ici de Claire Rivière, une problématique de mutuelle en B2C. On a un certain nombre de rubriques. Alors attention aux rubriques, hein, le choix des rubriques que vous allez analyser est clé. On voit des choses plus ou moins incomplètes dans les personas, souvent incomplètes, très très succinctes. Effectivement, il y a un moment, il faut bien creuser les rubriques dont vous avez besoin pour pouvoir les exploiter derrière en termes d'expérience client et de parcours client. Et quand on analyse ces rubriques, motivation, besoins rationnels, il faudrait rajouter et les besoins émotionnels, quels sont-ils? Les comportements, les points de douleur, les frustrations de votre persona, les points de contact utilisés et également les attentes, ça, c'est les rubriques que nous vous recommandons. Et bien, quand on analyse en fait ces rubriques, on s'aperçoit que les informations ne sont pas que rationnelles, il y a des facteurs émotionnels. Et quand on commence à spécifier où sont les facteurs émotionnels, et en fait, on les a dans quasiment toutes les rubriques. Que ce soit les motivations, il y a des motivations émotionnelles, les besoins, les comportements, les points de douleur et les attentes, il y a une grande partie d'émotionnel dans tout ça. Donc n'oubliez pas ça, puisque vous allez avoir des leviers complémentaires et supplémentaires pour agir de la bonne manière avec vos personas. On reviendra sur ce persona tout à l'heure au moment des parcours pour détailler ce qu'on y trouve. Alors, je passe sur un autre sujet, pardon, j'ai cliqué un peu trop vite, sur les pratiques. Voilà. Alors, les pratiques, parce que bien sûr, pour faire une démarche persona efficiente, il y a une méthode. Donc, ce qui est important, c'est de procéder étape par étape. Et la première étape, c'est de définir, bien sûr, ses objectifs de façon précise. Est-ce qu'on veut travailler sur une gamme de produits? Est-ce qu'on a une problématique sur un marché donné? Voilà. Donc, il faut déjà, effectivement, bien définir ses objectifs et ensuite se dire qu'on va se mettre à la recherche de l'information client, la bonne information suffisamment précise qui touche donc à ses aspects psychologiques, ses émotions aussi, tout ça pour bien comprendre qui sont les clients et comment ils agissent, comment ils prennent leurs décisions. Ensuite, on a des étapes qui sont liées à la construction des personas. Donc là, c'est pareil, on doit faire des hypothèses et grâce à un travail d'itération, en partant sur la base évidemment de la data qu'on aura collectée. Data ou données, oui, je parle de data au sens large, les informations clients. Comment est-ce qu'on va pouvoir valider nos axes qui permettent de distinguer les personas entre eux. Et ensuite, ces personas, donc il faut les construire, il faut leur donner une étoffe, il faut voir comment on va les utiliser dans les parcours. Donc tout ça, c'est de la construction et on va en parler aussi. Il est très important de le faire avec les collaborateurs. Et la puis dernière étape, bien sûr, c'est la mise en œuvre. Comment on va faire vivre ces personas dans le temps, pour pallier justement ce qui était dit par quelqu'un dans le chat, qu'on a fait les personas, puis finalement on les utilise ponctuellement. Ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est bien de les utiliser dans le temps, de les faire vivre, de les faire évoluer, de les partager, bien sûr, avec l'ensemble des collaborateurs qui sont au contact des clients. Alors, quand ils sont bien faits, en fait, ils permettent en fait un moment effectivement de rendre cohérent pas mal de choses entre les départements et d'aligner en fait l'ensemble d'une organisation sur qui sont nos clients et comment les adresser. Et finalement, c'est les personas qui vont créer le lien et le fil rouge des différentes stratégies de l'entreprise. Donc, la matière première, c'est ces fameuses informations clients. Comment est-ce qu'on va les collecter, les bonnes infos, les meilleures données clients?
Alors, souvent, on a des tas de données clients qui existent et qui sont disponibles dans l'entreprise, mais qu'on a regardé vite fait, qu'on n'a pas eu le temps d'analyser en profondeur, ou alors on les a étudiées et puis on les a mises dans un coin en disant on verra, on s'en servira plus tard. Donc, la première des choses, évidemment, le b.a.-ba, c'est de reprendre toutes ces informations, de les relier, de les mettre en perspective, donc les enquêtes de SAT, le NPS, tous les verbatims qu'on peut glaner soit dans les enquêtes, soit lors des échanges avec les collaborateurs au service après-vente, par exemple, ou dans ce qui se dit dans les forums, sur les réseaux, les informations importantes qu'on a pu tirer du CRM. Tout ça, c'est à disposition. Il faut donc le relier, le mettre en perspective. Et c'est le premier travail qui, je dirais, ne coûte quasiment rien puisque le matériau est déjà là. L'étape suivante, c'est de passer à une écoute active, c'est-à-dire une écoute réelle, une écoute en profondeur, soit au travers de nos collaborateurs, puisque eux sont au contact client, donc ils entendent des choses et il faut leur donner la possibilité de faire des remontées du terrain. C'est très important, c'est très précieux, et donc il ne faut pas du tout empêcher cette parole collaborateur. Bien au contraire, il faut les engager, les impliquer pour qu'eux remontent les infos des call centers, du service après-vente, de la force de vente, etc. Et de toutes les personnes en contact avec les clients, hein, dans les banques, les conseillers bancaires, on a fait pas mal d'interviews là-dessus. On récupère énormément d'informations sur les comportements, les usages, etc. Et ensuite, le niveau ultime, le niveau supérieur, qui évidemment va demander un peu plus de ressources et d'investissement, mais qui, selon nous, est vraiment tout à fait valable pour obtenir ce fameux retour sur investissement, c'est d'engager une conversation avec les clients en travaillant vraiment un guide d'entretien. Donc, on va choisir un certain nombre de clients et on va mener un entretien avec eux, avec bien entendu des questions fermées parce qu'il y a des choses qu'on doit comprendre au travers de ces entretiens, mais aussi des questions ouvertes qui vont laisser la place à la voix du client. Qu'est-ce que les clients ont envie de dire à ma marque? Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Quelles sont leurs frustrations? Quel type d'innovation? Qu'est-ce qui les enchante? Voilà. Et c'est leur expérience réelle, actuelle, leur expérience souhaitée. Et donc, ces entretiens clients sont une source d'information extrêmement précieuse, grâce auxquelles on va pouvoir trouver les informations qui vont nous aider à déterminer des axes clivants. Donc, quand on veut faire, alors on ne parle pas de segmentation, ici on parle bien de persona, mais on est toujours sur de la recherche de critères. Et nous, on ne conseille pas de la recherche multicritères, parce que si on prend trop de critères, si on sort de ces entretiens trop de critères différenciants, on risque de passer à côté de ce qui va vraiment distinguer les personas entre eux. Donc, c'est très important de chercher les 2 ou peut-être les 3 axes qui vont nous permettre d'identifier. Donc, ici, on a pris un exemple dans l'assurance, dans la mutuelle. Alors, qui n'est pas de la data, on rappelle, pour tous les spécialistes de la data, ce n'est pas une segmentation. C'est pas issu de la base de données. C'est pas une segmentation marketing basée sur des chiffres où on cherche à trier sur des données connues qui sont de la data. On cherche ici à comprendre les différences en termes de comportement qui n'est pas quantifié, donc qui est un mode beaucoup plus ouvert que de la data, puisqu'on va chercher en fait dans le monde de l'humain comment ils agissent, comment ils se comportent. Donc, on est dans vraiment du quali, une approche de quali. Et ici, vous voyez, on a identifié, on a designé 4 personas sur 2 axes qui sont la façon de prendre la décision entre j'ai besoin d'être plus ou moins accompagné. Donc, à gauche, on a des profils qui sont plus dans la recherche d'autonomie, alors qu'à droite, on est dans des profils qui recherchent davantage du conseil, de l'accompagnement, du support. Et puis, ici, en axe vertical, on a mis le curseur de l'importance du poids de l'émotionnel dans la prise de décision. Et donc, c'est sur ces approches-là très qualitatives qu'on va pouvoir distinguer et faire vivre des personas, vous voyez, très différents, puisque derrière, bien entendu, on ne va pas s'adresser au profil senior autonomie de la même manière que la personne
Claire à droite, qui est en famille et qui cherche des conseils, de l'accompagnement, etc. Qui est à la fois décision réfléchie et mais besoin de conseils. Besoin de conseils. Voilà. Et on va revenir sur Claire Rivière tout à l'heure, d'ailleurs. Voilà. Et tout ça, ça ne peut se faire que si on implique les équipes et toutes les équipes de l'entreprise. Si vous voulez avoir des personas hyper puissants, si vous voulez booster la transformation qui est induite par cette démarche dans votre façon de parler aux clients et de mesurer le retour sur investissement, il est très important d'expliquer le pourquoi du projet dès le départ en associant vos collaborateurs. C'est très important de mener des ateliers, si possible, avec tous, de co-construction de ces personas. Et si jamais vous ne pouvez pas impliquer tout le monde pour des raisons d'organisation, de budget, etc., prévoyez un temps d'appropriation et d'enrichissement des personas par les équipes, pour que les équipes sentent qu'elles sont associées à cette démarche, qu'elles puissent adopter ces personas, que ces personas soient vraiment familiers, les familiers de l'ensemble des collaborateurs. Et c'est grâce à ça qu'ensuite, vous allez pouvoir faire une véritable orchestration des parcours pour chaque persona, parce que vos collaborateurs des différents points de contact se sentent impliqués, engagés et ont adopté les 4 ou 5 personas. Et au passage, on se redit qu'il ne faut pas définir 12 personas. Il faut être dans ce qui reste exploitable, actionnable. Donc 4-5 personas, c'est quelque chose qui est assez raisonnable. Voilà. Alors l'appropriation est importante, notamment en B2B, c'est les commerciaux, puisque évidemment ils sont au premier rang dans la relation avec les clients. Ce qui est très important, c'est de les impliquer au début. Ça, on l'a vu en fait pour plusieurs cas dans différents secteurs. Une forte implication, parce que d'abord, en fait, elle a interrogé par exemple des clients B2B. Évidemment, c'est mieux quand ça passe par les commerciaux au départ, pour le feu vert en fait des interviews clients, notamment des comptes stratégiques, encore plus. Mais ensuite, dans la restitution des personas, si on n'a pas pu les impliquer dans les ateliers en amont, le fait qu'on leur présente des personas et qu'ils aient la possibilité de dire tiens, oui, effectivement, il me manque peut-être cette dimension-là. En général, ils se reconnaissent tout de suite dans les personas et disent ah oui, je le vois vraiment. Mais le fait qu'ils puissent compléter, c'est pas un moule à casser évidemment, mais c'est quelque chose qu'on peut compléter avec les commerciaux pour une meilleure appropriation. En général, c'est à la marge, on est à 95% et juste. Alors, vous avez le droit de poser des questions dans le petit chat. N'hésitez pas à poser des questions. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, on est là pour répondre à vos questions. On a essayé de répondre à la question posée sur la partie data. Alors, c'est un vrai sujet, le segmentation marketing versus persona, c'est pas tout à fait les mêmes approches, c'est pas tout à fait les mêmes logiques, même si on s'appuie sur la data, mais on ne part pas, pour rappel, on ne part pas de la data pour faire des données purement quanti, on part du quali pour faire des personas et on va compléter avec du quanti. Mais c'est deux démarches et deux approches en fait qui sont complémentaires mais différentes en fait. On va parler maintenant de quelque chose d'important, c'est quels impacts sur la personnalisation des parcours clients. Je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont intéressés par cela, parce que le lien entre le parcours, entre le persona et le parcours est rarement bien établi. Et pourtant, il est clair que le persona va nous servir en fait à faire des parcours clients beaucoup plus personnalisés, beaucoup plus engageants, et évidemment avec des effets de levier derrière sur des résultats beaucoup plus probants. Ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment de la pratique. On a, pour bien comprendre, 5 leviers de personnalisation grâce au persona. Sur les parcours, mais n'oubliez pas aussi sur les offres clients, que les deux sont étroitement liés en fait en général. La manière dont vous allez concevoir des offres, évidemment, les personas permettent d'avoir des effets de levier très forts sur les deux logiques. Le premier levier, c'est la réponse aux attentes de chaque cible.
On va revenir tout à l'heure sur l'exemple de Claire Rivière. Évidemment qu'elle a, elle, des attentes spécifiques par rapport à notre profil autonome senior ou à notre profil single plus jeune, célibataire, qui est un peu moins autonome. Le deuxième levier, c'est la cohérence des parcours entre les acteurs. Souvent, on voit des problématiques de cohérence parce que les acteurs dans l'organisation se sont pas parlé sur la manière de voir les choses sur les cibles. Vous avez le marketing, la relation client, le commercial, l'opérationnel, etc., etc. On a vécu ça, nous, chez Disney, entre autres, hein, entre la vision du marketing et les opérations dans les hôtels, c'est mieux d'être aligné. Vous avez l'optimisation des messages aussi de communication. Diane, en fait, on a parlé, la manière et l'angle que vous allez utiliser pour parler à vos clients, utilisateurs, usagers. C'est mieux si tout le monde est aligné sur la manière de parler à chaque personne. Le choix des points de contact les plus efficaces, ça va nous permettre de réordonnancer les points de contact, voire de créer des points de contact, voire d'en supprimer des points de contact qui sont complètement inutiles. On voit des nouveaux points de contact aujourd'hui, une forte appétence sur certaines sites, par exemple à WhatsApp ou aux réseaux sociaux, c'est pas une nouvelle. L'IA va permettre aussi d'optimiser en fait tout cet ordonnancement des points de contact, des nouveaux points de contact se créent. On a eu des exemples dans le dernier webinaire avec l'IA. Il y a un changement de logique globale aussi, ça permet de passer d'une logique qui est très orientée offre en général, je pousse mes offres, par rapport à une logique client qui n'est pas du tout la même. Hein, et je commence à m'ordonnancer en fait entre et à réorganiser en fait la manière dont j'interagis et mes parcours en fonction de ces personnes-là. Et là, c'est un changement de logique global. Donc 5 leviers de personnalisation que permettent nos personas. On revient maintenant à l'exemple que l'on avait tout à l'heure, exemple dans la mutuelle, Claire Rivière. Si on zoome sur notre persona, on a un certain nombre de rubriques et on dit que ces rubriques ne sont pas très, très complètes dans les personas que l'on voit. Les motivations sont clés. Hein, c'est quels sont les éléments de motivation par rapport à votre secteur et par rapport à vos sujets vos activités, évidemment. Ce n'est pas des motivations, des motivations sont très globales, qui ne sont pas très utiles. Hein. Là, j'ai accès à des soins de qualité, c'est ma motivation. Éviter les aléas budgétaires et les dépenses imprévues de santé. On voit qu'elle est très sensible, elle est prévoyante. Claire a 2 enfants. Il s'avère qu'elle est elle est très sensible aux frais de santé et d'optique pour ses enfants. Donc les aléas budgétaires, ça ne lui plaît pas trop. Elle veut maîtriser son budget, famille, elle veut économiser pour son logement. Donc tout ça fait que les frais d'optique peuvent être un sujet de sensibilité très fort dans son sujet de rapport à sa mutuelle. Elle a des besoins rationnels, elle a des besoins émotionnels. Elle souhaite des informations faciles à comprendre, et notamment sur les remboursements, sur le RAC, qui est un reste à charge. Elle veut une couverture plus particulière sur la dentition et l'optique optimale. Ça ne sera pas l'objet des 3 autres personas que l'on a vus tout à l'heure. Hein, sur le senior, où la personne en fait célibataire est plus ou moins autonome. Elle souhaite un réseau de partenaires à proximité de chez elle. Elle habite à Orléans, elle pourrait habiter à Châteauroux, etc. Mais évidemment, c'est pas la même proximité ou la densité du réseau de partenaires qu'on peut avoir à Lille, à Lyon, à Marseille ou à Paris. Elle veut un compte digital qui soit unifié pour suivre l'ensemble de ses frais de santé, y compris de ses enfants. Ça ne sera pas le même besoin que le senior, dont les enfants sont déjà grands, ou que le célibataire qui n'a pas d'enfants. Son comportement est spécifique. Elle utilise son compte digital au moins une fois par mois. Ça, c'est des données quantiques qui nous ont permis de le voir. Elle privilégie, je vais y arriver, le site en digital versus le service client de sa mutuelle. Elle préfère l'application mobile. C'est des comportements, ça, qu'on a notés, soit dans des interviews, soit sur de la donnée client. Elle va visiter
et demande en fait des devis sur les partenaires mutuels qu'elle va comparer, et on va voir qu'elle va avoir un certain nombre de frustrations parce qu'elle n'arrive pas à comparer ses 7 années de vie pour ses clients, et ça lui demande et ça lui consomme beaucoup de temps. Donc ça revient dans les points de douleur. Trouve les délais de remboursement trop longs, souvent frustré par les démarches de demande de comparaison de devis. C'est des points de douleur on ne va pas faire tout le personnel. Vous voyez en fait que tout ça est spécifique à ce persona, et elle a des attentes qui vont être spécifiques. On va le voir notamment dans les parcours clients. Si on arrive en fait sur le parcours client, on s'aperçoit que dans son parcours client, évidemment, beaucoup de points de douleur vont ressurgir. Et ces points de douleur, ils ne sont plus sous forme de persona, mais ils vont arriver en fait séquencés dans une expérience, dans un parcours. Dans son parcours, elle va s'informer sur ses garanties, elle va passer une visite médicale avec ses enfants, ce qui n'est pas simple, elle va comparer les prestations des opticiens, elle va activer ses garanties et elle va suivre et contrôler ses garanties. On a simplifié ce parcours issu d'un cas réel, on n'a pas mis tout l'ensemble en fait, des canaux. Hein. Vous avez ici ces activités clés en bleu et vous avez en orange l'ensemble de un certain nombre de ces points de douleur et de ces frustrations. On n'a pas tout mis non plus pour simplifier l'apparition à l'écran. On n'a pas mis tous les enchanteurs qui peuvent apparaître dans un parcours client non plus. On a simplifié avec Diane ce parcours. Dans le bleu, qu'est-ce qu'on trouve? Première étape, hein, elle s'informe. Alors, je vais vous le passer en zoom sur les premières étapes. On ne va pas tout vous passer. Elle s'informe. J'espère que vous voyez bien. On va essayer de ne pas compresser trop. Pour tous ceux qui sont attentifs à la typo. Je m'informe sur les garanties de couverture de frais médicaux et d'optique pour mes enfants entre les opticiens dans le réseau agréé. Vous savez que toujours le réseau agréé et le réseau non agréé, secteur 1, secteur, etc. Donc, ce n'est pas les mêmes natures de remboursement, ce n'est pas les mêmes natures non plus de coûts. Hein, vous avez des opticiens qui sont dans le réseau agréé, qui sont moins chers avec des négociations qui ne sont pas forcément dans le réseau non agréé. Son point de douleur, son premier point de douleur, c'est les remboursements pour les enfants ne sont pas clairs. Est-ce que c'est les mêmes garanties pour moi que pour mes enfants? Déjà, elle va commencer à chercher de l'information. C'est pas clair sur le site de la mutuelle. Elle doit regarder ses garanties. Est-ce que ce qu'on me dit sur le site internet est applicable à moi? Donc, je vais sur mon compte perso, je ne trouve pas forcément des informations, etc. Donc, finalement, j'appelle un conseiller pour m'informer sur mon cas spécifique à moi avec mes enfants pour les frais d'optique et sur le reste à charge. Je suis obligé d'appeler. Je fais avec lui une première simulation parce que les outils de simulation ne sont pas adaptés à des simulations avec des enfants où c'est trop compliqué. Donc, deuxième point de douleur, l'outil de simulation n'est pas adapté à une simulation sur des enfants. J'ai 2 enfants. Donc, on va s'apercevoir que le parcours n'est pas forcément adapté à des familles et à du spécifique famille. On ne va pas tout faire, mais vous voyez en fait la logique. On a ici des flux. On étudie le comportement, on étudie des manières d'agir et des problématiques clés, la manière d'agir spécifique d'une famille, d'une mère de famille. Elle va aller regarder le site de la mutuelle en deuxième étape, regarder quels sont les ophtalmologues de secteur 1. Mais elle, ce qu'elle aimerait bien, c'est qu'ils soient spécifiés. Est-ce qu'ils sont adaptés aux enfants? Est-ce qu'ils ont un bon avis? Parce que moi, un secteur agréé, c'est bien, dans le secteur agréé, ce serait bien, mais si les avis et le retour des patients, il est qu'ils ne sont pas adaptés aux enfants, qu'ils traitent mal les patients, que ce n'est pas clair, qu'ils écrivent avec des pattes de mouche, etc., etc. J'aimerais bien que tout ça soit agrégé et facilité par ma mutuelle. Et ce n'est pas le cas. Je dois aller regarder sur les avis sur Google Maps, etc., etc. Donc, deuxième, ce n'est pas simple. Deuxième retour négatif, ce n'est pas simple. Je prends rendez-vous et l'expérience continue. Et on va voir un certain nombre de points de douleur. On va s'apercevoir que, effectivement, tout ça est très fragmenté dans l'expérience. J'ai des rendez-vous d'une part dans le secteur agréé, j'ai des remboursements d'autre part, mais qu'on ne facilite pas la vie de la personne en fait, qui a souscrit à des mutuelles, notamment avec un profil familial. Elle reçoit bien des ordonnances, mais j'aurais aimé des conseils de la part de la mutuelle. Qu'est-ce que je dois faire auprès des opticiens? Qu'est-ce que je dois recommander en type de verre? Ils n'ont pas tous le même langage, les opticiens, c'est pas comparable, j'ai du ceci, du cela, etc. Donc, des points de douleur en fait, qui apparaissent dans son parcours. Un peu de recul. Et on a en bas une courbe émotionnelle qui apparaît, plus ou moins positive. On va voir qu'effectivement, elle n'est pas très, très positive. Elle finit par
L'effet Peak Fun, on vous a parlé tout à l'heure, un ressenti négatif. Et ça, c'est pas bon. Si vous voulez garder vos clients, et des attentes que l'on spécifie toujours en fait dans une et on va voir en fait à quoi ça sert. Vous avez 3 leviers de personnalisation finale. 1, les points de douleur que l'on va recenser tout au long du parcours, et vous allez voir que les points de douleur donnent évidemment du grain à moudre. Le calcul du reste à charge pour les enfants qui ne sont pas clairs, première étape. L'outil de simulation qui n'est pas adapté pour les familles. La complexité du choix des ophtalmologues multicritères. À chaque fois, j'ai des bouts de critères, c'est à moi de faire le boulot. C'est pas simple. Un déficit de conseils dans l'espace client. À quoi sert cet espace client? À rembourser, c'est bien. Est-ce que je pourrais avoir des conseils personnalisés? Ah, ça, ces gens souffrent. Quand je regarde les attentes, eh ben, c'est pas du tout le même regard. La partie attente que l'on voit en fait dans le bas du parcours client va nous servir évidemment à un côté beaucoup plus orienté en fait sur la proactivité. Et la manière d'analyser le parcours n'est pas la même. Avoir des conseils personnalisés, ça c'est ce que j'attends. Comprendre simplement ce que je dois faire et le reste à charge. Bénéficier de spécialistes de confiance pour mes enfants, c'est pas spécifié. Je sais pas qui. C'est pas parce que c'est agréé qu'ils sont compétents ou que les avis des autres mutualistes sont positifs. Moi, j'aurais bien aimé que vous me disiez ce que pensent les autres, comment ça s'est passé l'expérience, les fameuses notes. Bénéficier de prix maîtrisés et négociés. On voit un certain nombre de mutuelles qui communiquent là-dessus. Mais ça, c'est des attentes, c'est pas des points de douleur. Mais c'est pas l'attente n'est pas forcément le négatif de mon point de douleur. Et une fameuse méthode, les moments de vérité, qui est une méthode parmi tant d'autres, mais qui nous permettent un moment de faire une synthèse aussi de qu'est-ce qui est clé dans les parcours clients pour chaque persona. Et ces moments de vérité seront différents en fonction, la clé des moments de vérité, ce qui ne sera pas les mêmes pour le senior, autonome et très réfléchi, que pour le célibataire qui est réfléchi, décision émotionnelle. Pour Claire, qui a un besoin de conseil digital, famille prévoyante, première étape, l'outil de simulation du reste à charge. Elle veut que ça soit clair, adapté à ses situations, où elle puisse comparer, ce qui n'est pas le cas dans sa situation familiale. Le deuxième moment de vérité sera, quand elle passe une visite médicale, une sélection simple des ophtalmologues ou des spécialistes en général, fonction de multicritères. C'est bien que vous me disiez agréé, pas agréé, ça ne me suffit pas, moi. Je veux plus. Disponible, à proximité, de confiance. Troisième moment de vérité, des conseils pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour les montures enfants. Donnez-moi tout ça, parce qu'elle est comparée tout le monde, les devis, tout ça, c'est compliqué, ils n'ont pas les mêmes manières de se comparer, etc. Je n'obtiens pas des moyens de comparer tout ça de manière simple. Si je dois appeler à chaque fois mon conseiller pour comparer des devis, c'est pas simple. L'activation des garanties, c'est la proactivité de l'information sur les délais de remboursement. Dites-moi à l'avance quand est-ce que ça va se passer. J'ai une sensibilité budgétaire, et vous ne me dites pas, dans le parcours, pour regarder ça en détail, en fait, elle obtient une information comme quoi elle va être remboursée, c'est pas le cas, elle doit rappeler, etc., etc. Donc ces fameux moments de vérité vont aussi permettre de se refocaliser l'énergie sur les parcours. Est-ce que tout ça est clair? Donc vous voyez, vous avez quand même pas mal d'informations sur les personas. Quelle différence entre les attentes et les moments de vérité? Je n'ai pas bien compris. Alors, nous avons aussi des formations sur les sujets. Les attentes et les moments de vérité. Une attente, c'est, vous voyez que vous avez un certain nombre d'attentes tout au long du parcours, qui sont en bas du parcours, et elles sont, et évidemment, on analyse tout ça pour comprendre les attentes qui sont orientées sur quelles sont les attentes non satisfaites, exprimées par les clients ou non exprimées par les clients, mais sous-jacentes, pour être très très précis, sans faire un cours, mais que vous expriment en fait les clients. Voilà. Le moment de vérité, c'est un moment qui intervient, qui impacte, alors il y en a qui réagissent sur le mot impacter, mais qui est dans le dictionnaire, qui impacte l'expérience client en positif ou en négatif. Un instant T. Un instant T, un moment d'engagement ou de désengagement émotionnel des clients qui va les cliver au point qu'ils peuvent partir ou rester.
Donc, on n'est pas tout à fait dans la même chose. Toutes les attentes ne sont pas des moments de vérité, en résumé. Vous avez des attentes qui sont des moments de vérité. Par exemple, ici, l'attente de... ici, l'outil de simulation du reste à charge, il s'avère que c'est une attente, mais qui est une attente tellement forte qu'elle va impacter sa perception en positif ou en négatif. Donc, ça fait partie des points de douleur ou les points d'attente les plus clivants qui se traduisent dans des moments de vérité. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment ou jamais. Pourquoi ne pas adopter le persona comme critère de segmentation? Alors, dans certains cas, le travail sur les personas peut servir après comme segmentation dans la base client, à condition de qualifier cette base client sur les 2 données qu'on a déterminées comme clivantes. Donc, il va y avoir tout un travail de qualification a posteriori à réaliser pour effectivement pouvoir envoyer des messages différents. Voilà. C'est pas simple à expliquer, mais oui, ça peut servir de base de segmentation dans une base. Il faut requalifier toute votre base avec les personas. En tout cas, il est certain qu'il faut se poser la question de si j'ai déjà une segmentation en place pour mon marketing relationnel, elle ne peut pas être en contradiction avec l'approche des personas. Donc, il faudra travailler. Elle la renforce. Elle doit la renforcer. Ouais. Et on l'a fait donc pour tous ceux qui cherchent à reconstruire ou à qualifier toute leur base CRM à l'aide de personas. Oui, c'est possible, c'est une démarche. Ça demande en fait une qualification qui ne se passe pas en quelques jours, puisqu'il faut requalifier avec l'aide de questionnaires qui permettent de qualifier est-ce que votre persona est bleu, rouge ou vert. Mais on requalifie et derrière, ça donne une puissance en termes d'outils d'interaction client. Ce qui veut dire que le plan de qualification en fait, de votre base client devient un aspect de votre stratégie relationnelle. C'est-à-dire qu'il y a des moments privilégiés dans le parcours client où vous allez pouvoir chercher cette donnée clivante pour vous. Ouais. Voilà, nous arrivons à l'issue de notre webinaire. J'espère que tout ça vous a fortement éclairé, que vous allez changer complètement votre stratégie à l'avenir. En tout cas, nous, on sera très heureux de répondre à vos questions et échanger, prendre un petit moment d'échange si vous avez des questions, des aspects particuliers à traiter. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on reste joignable. Le support, pour tous ceux qui souhaiteraient avoir le support, donc le support est downloadable donc quelque part dans le avant qu'on se quitte, je crois que c'est en haut à droite. On n'a pas le même écran, je crois que c'est à droite. Et puis vous allez recevoir en fait, à partir du moment où vous avez participé à ce webinaire, vous allez recevoir un mail dans lequel il est possible de downloader notre support et regarder dans le détail le personnage qu'on va présenter, le parcours en fait qu'on vous a présenté. Voilà, on vous dit à bientôt pour d'autres rendez-vous. Nous aurons d'autres webinaires. Voilà, et n'hésitez pas à consulter notre chaîne Webikeo et n'hésitez pas à nous donner un avis aussi, s'il vous plaît, sur comment vous avez apprécié notre webinaire de ce jour sur Webikeo. On puisse encore mieux personnaliser la prochaine fois. Donc, voilà, et puis faire des personas avec vous aussi, faire des personas de qui était là aujourd'hui aussi, ça va bien faire ça. Ceux qui ont donné des bonnes notes et ceux qui n'ont pas donné des bonnes notes aussi. En tout cas, on vous souhaite une très bonne journée. Très bonne journée, à très vite. À bientôt. Merci, au revoir. 2, 1, 0, au revoir.